d'Ottawa et de Gatineau avec des projets multidisciplinaires. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on parlera avec notre orthophoniste Roxane Bélanger de l'ABC de la communication. On va aussi s'entretenir avec une représentante du Collège La Cité qui viendra nous parler du programme d'intervention auprès des personnes ayant un handicap. On va aussi parler de théâtre, d'une très belle pièce de théâtre qui s'intitule « Mesdames et messieurs, garçons et filles ». Vous allez avoir plus de détails si vous restez connectés avec moi. Mais avant de parler avec tous mes différents invités, j'aimerais ça vous partager une bonne information qui nous vient du Patro d'Ottawa, une bonne information qui est apparue juste après la tempête. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors, à la suite de la tempête, le Patro d'Ottawa ouvre ses portes et servira de refuge de dépannage afin que les gens de la communauté puissent bénéficier de l'accès à un endroit pour cuisiner, manger en famille, se rafraîchir et se divertir. Jusqu'au 30 mai, donc vous avez encore 4 jours pour visiter le Patro de 8h30 à 20h. Vous aurez accès à une salle à dîner climatisée, à 2 cuisines, des salles de bain ainsi que des vestiaires équipés de douches seront mises à votre disposition. Vous pourrez également accéder à des prises de courant électrique pour recharger vos appareils électroniques. Le Patro mettra à votre disposition plusieurs autres outils et services. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, www.patro-ottawa.ca. Je continue encore des informations concernant le Patro pour vous mentionner qu'aucune réservation n'est nécessaire. Vous n'avez qu'à vous présenter au 40 rue Cobourg, Ottawa, accès via la porte B. Le stationnement sera sur la rue Clarence. Vous pouvez apporter vos chargeurs, vos serviettes de bain et tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir avoir accès aux services qu'offre le Patro. Tout ça, c'est gratuit et tout ce que vous avez à faire, encore une fois, pour avoir, pourquoi pas, plus d'informations avant de vous y rendre, vous êtes invité à visiter le www.patro-ottawa.ca. Alors, c'est la petite information que je voulais partager avec vous qui nous vient du Patro d'Ottawa qui se tient à votre disposition juste à la suite de la tempête. On discute maintenant avec Lionel Lehoulier, que vous connaissez sûrement, on l'a eu plusieurs fois à l'émission, qui vient nous parler aujourd'hui de la pièce de théâtre Mesdames et messieurs, garçons et filles, une pièce de théâtre qui est, je vais dire, offerte au grand public par Vox Théâtre, mais les gens vont se poser la même question que moi, mais Lionel, il n'est pas à Vox Théâtre. Non, il est à la direction artistique du Tremplin, mais il est comédien pour cette pièce de théâtre-là. Première question pour toi, là, c'est quoi qui te passionne, toi, dans le monde artistique et théâtral? Moi, j'aime beaucoup l'expression, théâtrale, c'est sûr. J'adore jouer, ça a toujours été une passion. J'aime beaucoup écrire aussi. Mais il y a aussi tout le côté social, le côté humain qui vient avec le théâtre qu'on n'a pas, par exemple, au cinéma, où est-ce que les gens viennent vraiment à la rencontre des comédiens et des spectateurs. Donc, il y a quelque chose de très rassembleur dans le théâtre qu'on trouve pas nécessairement dans d'autres formes artistiques. C'est ça, donc c'est le côté humain qui, toi, t'attire le plus, je vais dire. Parce que quand on a eu des photos fraîches on va montrer ça un peu plus tard, on va garder le scoop de vos répétitions d'hier. Je te voyais en avant en train de parler, de faire tes gestes et tout ça. Ça m'est déjà arrivé de voir des pièces de théâtre. Je me dis, il faut vraiment avoir une confiance en soi pour se mettre devant un public et puis parler, comme dire son texte. Je veux dire, oui, c'est mon travail, c'est sûr que j'imagine, j'avoue que je me suis jamais posé cette question-là, mais j'imagine, oui. Alors, selon toi, quelles seraient les bonnes caractéristiques que devrait avoir un comédien qui veut faire du théâtre? Commencer d'abord par du théâtre communautaire, c'est toujours une bonne avenue. Aussi, aller parler avec d'autres personnes qui font du théâtre, aller à la rencontre des artistes, aller à la rencontre des directions artistiques, puis des gens qui sont à la tête d'organismes artistiques. Ces gens-là ont toujours beaucoup de conseils, puis sont toujours des très bons guides.
c'est ça. Puis bien sûr, prendre des cours de théâtre, ça l'aide. C'est sûr qu'il faut prendre des cours de théâtre. Et puis, comme tu as mentionné le théâtre communautaire, là, j'aime beaucoup ça parce que vous donnez accès à monsieur, madame, tout le monde de voir comment ça se passe dans le milieu, surtout avec Vox Théâtre. Là, je sais qu'ils sont beaucoup plus axés sur la jeunesse et puis c'est bon parce que ça permet aux jeunes de voir qu'est-ce qui me plaît dans le théâtre et puis pouvoir évoluer même dedans. Oui, Vox Théâtre est effectivement extrêmement impliqué avec le théâtre jeunesse. D'ailleurs, c'est la seule compagnie de théâtre professionnelle avec un mandat et une mission exclusivement jeunesse en Ontario français. Donc, dans les dernières années, Vox s'est beaucoup intéressé à des sujets très actuels quand ça vient aux spectacles qui sont présentés. Donc, il y a beaucoup de... Je vais te garder avec moi, Lionel. On va à notre première pause et puis on va continuer de parler de ce beau mandat de Vox Théâtre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. Notre prochaine émission, nous allons recevoir Diego Elizondo, activiste passionné de l'histoire franco-ontarienne. Il va nous parler de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la pièce intitulée « Mesdames et messieurs, garçons et filles » qui sera présentée très bientôt au Vox Théâtre. Et puis tu parlais avant la pause, Lionel, du mandat de Vox Théâtre qui est, on va le dire, qui propose un vaste terrain de jeu et de réflexion pour l'enfance et pour la jeunesse en même temps. Oui, donc comme je disais, ce qui est le fun aussi avec Vox Théâtre, c'est qu'ils offrent des stages. Donc, ils offrent des stages pour la jeunesse, les personnes, les enfants et les jeunes adolescents peuvent venir faire du théâtre avec Vox pendant l'été. Il y a des stages qui sont offerts. Je pense qu'il y a aussi mon samedi dans les arts qui est offert par Vox. Donc, il y a aussi tout un mandat relève avec Vox Théâtre. C'est pas seulement, des spectacles qui sont présentés. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de cette fameuse pièce de théâtre là, dans laquelle tu joues? Mesdames et messieurs, garçons et filles. Oui, donc Mesdames et messieurs, garçons et filles, c'est un spectacle sur l'identité de genre. C'est l'histoire d'un petit garçon transgenre qui fait son coming out à sa famille puis à ses parents et qui en vient, dans le fond, à non seulement comprendre son identité, mais aussi à naviguer son nouveau quotidien, si on veut donc devoir aller à l'école, naviguer aussi la vie familiale quand ça vient à être une personne trans, être un enfant, donc pas être nécessairement complètement, avoir pas complètement une complète agentivité quand on est un enfant, donc pas avoir le contrôle sur tous les aspects de notre vie. Et donc, si nos parents sont pas nécessairement à l'aise avec l'identité de genre de l'enfant, ben ça a un impact, par exemple, sur l'école et sur le reste de la vie de l'enfant, sachant que l'enfant est un petit peu sous la tutelle des adultes. Donc, c'est un spectacle qui s'adresse aux enfants pour expliquer l'identité de genre, mais c'est un spectacle qui s'adresse aussi beaucoup aux adultes quand ça vient à si vous êtes responsable d'un enfant trans, voici quoi faire et quoi ne pas faire.
Alors, vous êtes combien sur scène? Parce que j'ai vu des photos passer tantôt là, de la répétition d'hier. J'ai vu juste 3 personnes. C'est bien ça? Oui, on est 3. Moi, je joue Finn, qui est le petit garçon trans, et je suis accompagnée de Alexandre Gauthier et Lisa Léger, qui, eux, jouent 2 et 3 rôles chacun. Je me dis, c'est tellement fou, là. Gérer une direction artistique d'un théâtre, là, c'est déjà beaucoup de travail. Puis je me demande comment tu trouves le temps de faire et des répétitions et puis de présenter ce spectacle, là, les 27 au 29. Ben, c'est sûr que c'est toute une question de gestion d'agenda, mais ça se fait. Puis je veux dire, moi, c'est ça ma passion, c'est jouer. Donc, je trouve ça important. Puis je veux dire, le Tremplin, on est un théâtre communautaire, donc, et moi étant à la direction artistique, j'ai pas vraiment l'opportunité de jouer avec le Tremplin, et de toute façon, je préfère donner la place aux autres. Mais donc, dans ce cas-là, si je veux jouer, ben il faut que j'aille un petit peu plus vers les compagnies de théâtre professionnelles de la région. Oui, définitivement. Et puis, il y a des termes que peut-être que j'ai déjà entendu, mais j'arrive jamais à le retenir. Et j'aimerais ça que tu nous expliques, s'il te plaît. On va commencer déjà avec ce qu'on appelle une lecture publique dans le monde théâtral. Ça veut dire quoi? Donc, une lecture, c'est quand, dans la majorité des cas, ça dépend, mais dans la majorité des cas, il va y avoir des butrins, il va y avoir un texte, et des fois, il va y avoir un peu de conception sonore, éclairage, il y aura rarement un décor. Donc, c'est vraiment plus, la vedette dans les lectures publiques, c'est le texte. C'est vraiment pour présenter le texte. Un peu comme ce qu'on a vu sur les photos. C'est ça que vous allez faire avec le spectacle. Exactement. Autre chose que j'aimerais te poser comme question, parce que j'ai envie de comprendre exactement ce que ça veut dire, la mise en lecture aussi. Est-ce que c'est pareil que ce que tu viens d'expliquer? Oui, sauf que nous, c'est aussi un laboratoire. Donc, c'est une mise en lecture laboratoire. Donc, il y a un petit peu de mise en scène, il y a de la musique live sur scène, il y a un concept. Donc, il y a quand même certains éléments du spectacle qui sont un petit peu plus aboutis que juste pour une lecture publique normale. D'habitude, on a eu un petit peu plus d'heures de répétition, puis il y a quand même certains éléments de mise en scène qui ont été mis en place. Puis les répétitions vont sûrement continuer. Ça va prendre combien d'heures, ce spectacle-là? D'habitude, on parle d'environ 110 heures de répétition. Dans ce cas-ci, je pense qu'on est un petit peu plus proche du 130, étant donné que c'est une création. Et ça est allé sur à peu près 1 an jusqu'au spectacle qui va être présenté dans son entièreté en 2023. Est-ce que vous êtes, en ce moment-là, c'est possible pour vous d'accueillir une salle pleine? Je pense que oui. C'est une bonne question, mais je pense que oui. À ce point-ci, on est capable d'accueillir une salle pleine. Ce qu'on va inviter les gens à faire là dès maintenant, s'ils sont intéressés, c'est aller sur le site web pour prendre des billets. Comme ça, au moins, on sait qu'on a réservé notre place d'avance. Alors là, vous serez 3 sur scène à faire le spectacle, la mise en lecture. Je l'ai dit, la lecture publique, je sais qu'est-ce que c'est maintenant. Donc, la lecture publique, vous allez la faire devant ce beau public-là, le 29, je pense, à 16 heures. Oui, exactement, à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Et le 27, qu'est-ce qui se passe le 27? Le 27, c'est qu'on a des matinées scolaires, donc on a des écoles qui viennent voir la présentation publique du spectacle. Donc, le dimanche, c'est, public général, donc n'importe qui peut venir. Demain, c'est vraiment juste des écoles qui viennent. Et puis, on parle de vous accueillir des jeunes de quel âge, la tranche d'âge que vous attendez à recevoir? C'est des 7e et des 8e années. Donc, si je ne me trompe pas, on parle d'environ 12 à 14 ans, à peu près. Écoute, on va te laisser aller. Je sais que tu as travaillé très fort hier pour les répétitions et que ça va encore continuer. Fait qu'on va te laisser souffler et puis inviter les gens à aller prendre des billets sur le site web. Merci, Lionel. Merci beaucoup. Bonne journée. Toi aussi. Alors, vous autres à la maison, pour suivre l'actualité du Vox Théâtre et pourquoi pas pour prendre vos billets dès à présent pour le spectacle Mesdames et Messieurs, Garçons et Filles, ça sera au www.voxtheatre.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer à propos du programme d'intervention auprès des personnes ayant un handicap. C'est un programme qui est offert au Collège La Cité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Laisse-moi voir ta beauté.
laisse-moi partir. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur le programme d'intervention auprès des personnes ayant un handicap. Et pour en parler, la coordonnatrice du programme, Sylvie Rozon. Et puis, Madame Rozon, il faudrait mentionner que ce programme-là, il se trouve dans le volet sciences humaines. Tout à fait. Alors, nous faisons partie de l'École des sciences sociales et humaines au Collège La Cité. Alors, tout d'abord, là, on veut savoir un peu, vous, votre parcours, si vous nous le permettez. Qu'est-ce qui vous a mené à ce poste-là? Oui, moi, je suis psychoéducatrice de formation. Alors, j'ai eu le bonheur de travailler avec des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme sur le plancher, comme on dit. Alors, autant dans le milieu scolaire, dans les résidences où habitent les personnes, dans les centres de jour. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents contextes pendant plusieurs années. Et maintenant, j'ai le bonheur de partager un peu cette passion-là. Alors, c'est un peu là ce qui me passionne, c'est justement de partager mon vécu, mes expériences avec les étudiants maintenant. Alors, quand vous partagez votre vécu, vos expériences avec les étudiants, je suppose que vous le faites surtout en début d'année, là, quand ils viennent d'arriver tout doucement, là, vous commencez à partager tout ça. C'est quoi que vous voulez qu'ils retiennent? Écoutez, c'est un domaine dans lequel, lorsqu'on travaille avec des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, on fait la différence dans la vie des gens au quotidien. Alors, effectivement, ce que je veux qu'ils retiennent, c'est ça, c'est de l'importance, l'impact qu'ils ont dans la vie des gens et à quel point c'est un travail valorisant d'accompagner ces individus-là à tous les jours. Oui, définitivement. Là. Et puis, je pense que ça prend beaucoup de qualité, de bonne qualité pour pouvoir exercer dans ce domaine-là. C'est quoi ces qualités selon vous? Écoutez, ce qui est important pour devenir un intervenant dans le domaine, c'est certain qu'on recherche des gens qui sont capables de travailler, qui ont le goût d'aider les autres, hein, évidemment, qui sont capables de travailler en équipe parce que c'est beaucoup du travail de collaboration qui se fait au quotidien. On a besoin de gens qui sont capables de prendre des initiatives, prendre des décisions, parce que des fois, il y a des situations dans lesquelles on doit agir rapidement. Alors, d'être capable de résoudre des conflits, des situations peut-être plus difficiles, ça nécessite aussi beaucoup de créativité. Et des fois, on doit faire preuve d'originalité pour trouver des solutions à différentes problématiques. C'est aussi un travail qui nécessite une certaine force physique, parce que des fois, on peut avoir à travailler avec des personnes, oui, qui ont une déficience intellectuelle, mais qui ont aussi des besoins physiques. Et avec la réalité des personnes vieillissantes, on a beaucoup de personnes, surtout en milieu résidentiel et en centre de jour, qui sont vieillissantes, qui ont des besoins sur le plan physique également. Alors, ça demande des bonnes techniques, des bonnes stratégies pour éviter de se blesser également. Définitivement. Et puis, je pense aussi de la patience, parce qu'il faudrait de la patience pour accompagner les personnes qui ont un handicap.
Tout à fait, tout à fait. La patience, c'est vraiment un élément clé, un élément très important parce que des fois, il faut répéter les mêmes consignes, il faut poser les mêmes gestes pour que ça soit assimilé. Fait que oui, c'est certain que la patience, c'est très important aussi. OK, là, ça me vient, là, c'est pas une question piège. Sentez-vous à l'aise de répondre. Là, je me demande si, dans votre programme, vous recevez plus de femmes que d'hommes. Définitivement plus de femmes. Par contre, je dois dire que depuis les dernières années, le nombre d'hommes a tendance à augmenter un peu, ce qui est quand même important et intéressant parce qu'on a des personnes pour lesquelles on a des soins corporels, administrés, tout ça. Puis c'est possible des fois qu'il y ait des hommes qui disent, ben moi, je suis plus à l'aise d'avoir un homme qui va m'aider à prendre ma douche, mon bain, etc. Alors, quand on peut offrir ce service-là, c'est certain que c'est intéressant. Fait que oui, on a toujours besoin d'hommes dans le domaine, ça c'est certain. Est-ce qu'avec la pandémie, là, vous avez eu plus de demandes pour ce programme-là? Écoutez, les demandes dans le domaine sont énormes. Alors, juste pour donner un exemple, je reçois des offres d'emploi des organismes à toutes les semaines. Les demandes, les besoins sont criants. Alors, les étudiants qui s'inscrivent au programme, les possibilités d'emploi sont excellente. La grande majorité, je vous dirais, de mes étudiants qui sont allés en stage cet hiver ont été embauchés directement dans leur milieu de stage. Alors, c'est pour dire à quel point là qu'il y ait des demandes dans le domaine. Oui, c'est tellement vrai. J'en ai déjà parlé avec quelqu'un à l'émission, si je me rappelle plus qui, mais il y a un besoin dans ce domaine et puis aussi dans le domaine pour les personnes aînées aussi. Il y a ces deux volets-là qui sont en tout cas, il y a vraiment une forte demande là-bas. Alors, si on parlait un peu de la description du programme, maintenant qu'on a parlé un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça prend comme aptitude, comme qualité pour y aller, on pourrait parler de la description de ce programme-là et j'aimerais ça le mentionner, qui est le seul qui est offert en français en Ontario par le Collège La Cité. Oui, tout à fait. Le programme d'intervention auprès des personnes ayant un handicap existe dans plusieurs collèges anglophones à travers la province, mais nous sommes le seul programme à l'offrir vraiment en français. Alors ça, c'est une très grande fierté. Au niveau de la description du programme, écoutez, c'est un programme de 2 ans. Dans lequel on a des cours très variés. Fait que oui, il y a des cours de relations d'aide pour aider les étudiants à comment rentrer en contact avec les autres, comment communiquer, tout ça. On a des cours de stratégie d'intervention, on a des cours d'intervention familiale parce que les échanges avec la famille c'est très, très, très important aussi dans notre domaine. Alors, il y a des cours de santé et bien-être parce qu'il peut y avoir un volet des soins physiques à apporter à la personne au niveau de la pharmacologie. On peut avoir des médicaments administrés, etc. Alors, il y a vraiment une belle variété de cours et ça se boucle de façon très plaisante, je dirais, très valorisante. Ça finit avec un beau stage pratique. Alors, l'étape 4 du programme est consacrée là, en très grande partie au stage pratique, là où les étudiants ont la chance d'aller mettre en application toutes les connaissances et toutes les compétences qu'ils ont acquis pendant leur formation. Alors, c'est un volet que les étudiants aiment beaucoup, beaucoup aller en stage. Je sais qu'on va en parler après, juste après la pause, là, dans quel domaine que les gens peuvent aller. Mais si on revient un peu sur les cours, puisque vous voyez qu'il y a une forte demande, est-ce que pendant que quelqu'un il commence sa première année avec vous autres, c'est possible pour lui d'aller faire du bénévolat? Au moins pour voir comment... Oui. Tout à fait. On a plusieurs organismes et moi, j'encourage toujours les étudiants à s'impliquer au sein de la communauté. Alors, et ça, c'est pas rare que les organismes vont m'envoyer justement des possibilités de bénévolat. Parce que ça peut être une activité qui a lieu, là, j'ai en tête, du côté du Québec, il y a la marche de l'autisme dans laquelle habituellement ils vont me solliciter parce qu'ils ont besoin de beaucoup de bénévoles pour la réalisation de cette activité-là. Alors, je trouve que c'est gagnant-gagnant. Ça permet aux étudiants de se familiariser avec la clientèle, puis ça rend un grand service aux organismes, là. Alors oui, c'est toujours quelque chose qui est très en demande, puis qu'on encourage beaucoup les étudiants à s'impliquer dans la communauté à tous les niveaux. Écoutez, Mme Roson, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va aller creuser pour savoir dans quoi est-ce qu'on peut travailler si on gradue de ce programme-là.
Excellent. À bientôt. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Je me lève un matin, on est en 2020. Ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo. On m'annonce tout bas que c'est le combat de combat. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Yeah! J'ai été dehors se mettre à manger le chlore dans un lac de chlore, d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait mon mieux. Fait frais en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le croquet est au garage. Puis durant les fêtes, je dis recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais. C'est l'apocalypse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours à propos du programme d'intervention auprès des personnes ayant un handicap, un programme qui est offert par le Collège La Cité. Et avec moi, sa coordonnatrice, Madame Sylvie Rosan. Et avant la pause, on a parlé un peu des différentes caractéristiques qu'une personne devrait avoir pour aller dans ce programme-là. On a aussi parlé du fait qu'après 2 années, les gens sont amenés en stage. Puis moi, j'aimerais ça que vous puissiez partager avec nous, à la sortie de ces 2 ans-là, avant le stage, qu'est-ce qu'un étudiant doit avoir comme qualité, comme caractéristique pour aller en stage? Écoutez, on fonctionne beaucoup par compétences dans le programme. Alors, un peu les exigences qu'on a avant que l'étudiant ait en stage, il doit avoir acquis différentes compétences qu'il a la chance de démontrer à travers tous ses cours. Alors, de cette façon-là, on s'assure que quand il arrive en stage, il est fin et prêt. Je vous ai donné un exemple tantôt, j'ai parlé que le travail d'équipe est important. Alors ça, c'est une compétence essentielle pour nous. Alors, à travers les différents cours théoriques, c'est une compétence qu'on va évaluer. Alors, la capacité de la personne à travailler en équipe. Alors, on s'assure que quand il arrive en stage, ce sont des habiletés que l'étudiant possède. Alors ça, c'est tout à son avantage. Alors, quand vous donnez ces outils-là qu'ils ont et puis qu'ils partent en stage, comment vous vérifiez que... Parce que moi, je me dis que c'est un domaine assez sensible. Donc, comment vous vérifiez que l'étudiant a vraiment assimilé tout ce qu'il a appris durant son stage? OK. On fonctionne beaucoup, j'ai mentionné les compétences. C'est certain qu'il y a des suivis rigoureux. Dans ces cours, on fait beaucoup, exemple, d'études de cas, des simulations. La façon d'évaluer, on n'est plus dans le par cœur où l'étudiant apprend des notes à pu finir par cœur, puis il doit les répéter à l'examen. Oui, nos évaluations comportent vraiment à travailler sur des choses concrètes, d'être capable de faire des liens. Dans mes cours, par exemple, je fais venir des gens. J'ai un panel de discussion. Là, je suis en train de travailler là-dessus ce matin, je l'ai dans la tête. Dans mon cours d'intervention familiale, j'ai un panel de discussion. Alors, c'est des familles, des parents, des frères, des sœurs qui viennent. Puis, suite à cette activité-là, les étudiants ont à produire des travaux. Alors, c'est vraiment, oui, des évaluations plus pratiques qui vont amener l'étudiant à développer davantage les compétences nécessaires lorsqu'il va arriver en stage. Et lorsqu'il est arrivé en stage, la façon qu'on évalue vraiment les compétences dans le stage comme tel, oui, il y a des grilles d'évaluation, des travaux théoriques à produire, mais le professeur qui le supervise va également faire des évaluations
avec la personne qui le supervise dans le milieu pour s'assurer de la bonne évolution de l'étudiant tout au long de son stage. Ça, c'est une très bonne affaire parce que, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est parce que ce milieu-là, il est assez... c'est valeureux de travailler dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est assez sensible pour vraiment avoir tous les outils. Donc, quand les étudiants ils terminent le stage et qu'ils graduent, enfin, c'est dans quoi qu'ils peuvent travailler? Vous avez parlé tantôt des organismes à but non lucratif, mais je pense qu'il y a d'autres domaines. Oui, tout à fait. Quand les étudiants, après le stage, c'est la dernière étape avant la diplomation, et après sont amenés, là, il y a beaucoup de possibilités, puis c'est ça un peu la richesse de notre domaine, je trouve. Ils peuvent travailler en milieu scolaire dans les écoles où ils accueillent les élèves qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ils peuvent également travailler dans des centres de jour, où on retrouve des adultes qui vont faire différentes activités ou qui travaillent. Ils peuvent aussi travailler en milieu résidentiel. En milieu résidentiel, je dirais que c'est là qu'il y a le plus d'emplois, parce qu'une résidence, c'est comme une maison, comme chez vous, comme chez nous, où habitent des adultes qui ont des déficiences intellectuelles et où ils ont besoin d'intervenants 24 heures sur 24, 7 jours semaine, 365 jours par année. Alors, le besoin, il est très, très, très grand à ce niveau-là également. Fait qu'ils sont amenés à travailler autant avec des enfants, des adultes, des personnes vieillissantes qui ont une déficience intellectuelle. Fait que dans notre programme, on s'assure de couvrir la clientèle 0 à 100 ans. J'aime ça. C'était ça ma question. C'était ça ma question. Donc, si vous couvrez toute la clientèle, je pense qu'ils sont assez préparés là pour travailler dans n'importe quel domaine. Alors, quand quelqu'un finit de graduer de ce programme-là, est-ce qu'il peut décider d'être à son propre compte? On a des étudiants, exemple, qui peuvent devenir famille d'accueil, qui décident de devenir famille d'accueil. Ça arrive à l'occasion. Alors, famille d'accueil, c'est des gens qui veulent accueillir des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme chez eux dans leur demeure, et que ces gens-là font partie de la famille, sont intégrés à tous les niveaux dans la vie familiale. Alors, on en a des diplômés, des fois, qui décident de devenir famille d'accueil, puis qui accueillent des adultes qui ont des déficiences intellectuelles chez eux à la maison. Il faut beaucoup avoir comme qualité aussi, là, beaucoup aimer l'humain, je dirais, là, pour aller dans ce domaine-là. C'est pas juste la patience, mais l'humain et puis tout ce que vous avez dit aussi. Oui, le désir d'aider l'autre, de l'accompagner, c'est certain que c'est un critère important. En même temps, de vouloir aider l'autre, ça ne veut pas dire de vouloir tout faire à la place, parce qu'on développe beaucoup, notre rôle en tant qu'intervenant, c'est de développer l'autonomie des personnes. Alors, on part des besoins de la personne, puis on veut l'amener de façon plus autonome possible à se réaliser. Alors, c'est pas de tout faire à sa place, mais c'est de lui montrer comment qu'elle peut arriver à le faire elle-même, des fois avec de l'accompagnement. C'est bon que vous mentionniez ça, parce que moi, dans ma tête, c'est comme on va l'accompagner et tout ça, mais il faut rendre les personnes assez autonomes. Et puis, j'espère qu'il y a un cours qui parle de ça, de ne pas avoir trop d'empathie pour s'oublier soi-même et puis avoir un burn-out. Ça peut arriver. Tout à fait. Dès le début de la formation, parce qu'on sait que, règle générale, les gens qui s'inscrivent au programme, c'est parce qu'ils ont le goût d'aider les autres. Et on dirait que naturellement, ils ont tendance à dire « Ah oui, je vais tout faire pour pouvoir l'aider ». Mais de tout faire pour l'autre, ça ne veut pas dire qu'on l'aide nécessairement. Alors ça, on accompagne les étudiants. Puis c'est souvent un défi qu'ils ont, je dirais, en stage, de ne pas trop en faire pour les personnes. Alors, on va aller avec ma dernière question avant de vous laisser aller. Vu que les étudiants graduent du côté de l'Ontario, est-ce que le même diplôme, il est reconnu au Québec ou même dans d'autres provinces? On a plusieurs personnes, plusieurs diplômés qui travaillent du côté du Québec. Au niveau de la reconnaissance du diplôme, des fois, ça dépend dans certains milieux scolaires, puis même d'un conseil scolaire à l'autre, les exigences peuvent varier. Il y en a qui exigent le diplôme de 3 ans de technique d'éducation spécialisée, mais on a plusieurs organismes milieux du côté du Québec qui acceptent notre diplôme puis qui accueillent là, à bras ouverts nos diplômés. Merci beaucoup, Madame Roson. On va inviter les gens à commencer à s'informer parce que septembre, c'est pas loin là pour pouvoir s'inscrire à ce merveilleux programme. Bonne journée. Merci, ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Alors, vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur le programme d'intervention auprès des personnes ayant un handicap, www.collegelacité.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble l'ABC de la communication avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
partir vers la gloire. Je veux devenir plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le croire. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui sert de tête, puis je l'ai réallumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de monde qui passe, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots. Relever tous mes défis pour aller encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui pensent plus profond que toi et moi. Dans la grande porte. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec notre orthophoniste Roxane Bélanger de l'ABC de la communication parce que le mois de mai, c'est le mois national de la parole et de l'audition. Je suis native du mois de mai. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, OK, je comprends pourquoi je parle beaucoup. Exactement. Comme toutes les orthophonistes d'ailleurs. Alors, c'est un très beau mois pour célébrer la communication et célébrer le rôle des orthophonistes, des assistantes à la communication ou assistants à la communication et des audiologistes aussi. Alors, on va te souhaiter un bon mois parce que c'est ton mois alors. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est quoi l'ABC de la communication? Alors, j'ai voulu introduire là, quelques petits sujets de façon un petit peu plus intéressante que juste de l'information tout pure. Là. Alors, on présente le A qui est pour l'audition, le B pour le bilan de la communication et le C pour donner de l'information aux parents et aux familles de la région au sujet de la communication. Alors, si tu veux, on peut commencer avec A. Oui. Alors, c'est l'audition. Alors, j'ai pensé qu'on présenterait peut-être une statistique, un service, puis une stratégie pour les parents là, qui veulent avoir un petit peu plus d'informations, comment stimuler là, la parole et l'audition de leur enfant. Alors, en termes de statistiques, 4 bébés sur 1000 en Ontario vont naître avec une perte d'audition. Et ce qui est très important à savoir, c'est que la plupart de ces enfants-là, environ 92% des enfants, vont naître de parents qui sont entendants. Alors, ça peut être un problème génétique ou ça peut être un problème qui se développe au courant là, de des 5 premières années. Alors, oui, vas-y. Pour les services qui viennent... Et puis, est-ce que, avant de parler des services, est-ce que quand l'enfant il est dans le ventre, avant qu'il naisse, c'est quelque chose qu'on peut détecter? Pas nécessairement avant, mais il peut y avoir là, des facteurs génétiques qu'on peut identifier très tôt. Alors, un des services qui est disponible là, aux familles, c'est le dépistage de l'ouïe du nourrisson. Et maintenant, il y a 2 types là, de dépistage. Un dépistage auditif. L'enfant, on l'invite à venir à une clinique communautaire et on envoie des petits sons qui vont aller évaluer la réponse du nerf. Alors, on détecte tout de suite si l'enfant a une perte auditive. Mais maintenant, depuis 2 ans, on a aussi un ajout, un test qui est ajouté qui est un test de sang. Alors, vous savez, tous les bébés qui sont nés en Ontario ont un petit test là, sur le pied. Ils prélèvent là, une petite goutte de sang et ils déterminent à partir de ce sang-là des conditions, des problèmes qui seraient peut-être d'ordre génétique. Alors, ils ont ajouté un test supplémentaire avec la même goutte de sang. On n'a pas besoin de repiquer notre enfant, qui va déceler le cytomégalovirus, alors qui est un virus qui attaque l'audition. Et le test, comme il est fait à la naissance, on peut avoir des résultats très tôt dans la première semaine et potentiellement là, avoir de l'aide, des antibiotiques et un suivi très rapide avec le bébé. Est-ce que c'est quelque chose... On va repartir sur le nom du virus. Tu l'as appelé comment déjà?
Le cytomégalovirus. Cytomégalovirus. OK, c'est long. Je pense pas que je vais pouvoir le répéter, mais je vais essayer de m'en rappeler. Mais ensuite de ça, quand on fait ce diagnostic-là pour voir si l'enfant a besoin d'une aide et tout ça, est-ce que les médicaments qu'on va donner et l'accompagnement vont aider à réajuster son audition ou... Ça ne va pas nécessairement réajuster, mais ça va peut-être empêcher la perte de se prolonger ou de s'accentuer. Et puis, ce qui est le plus important, c'est d'obtenir des services. Alors, un enfant qui a une perte auditive est à risque d'avoir une perte de la communication. Alors, on peut tout de suite intervenir, puis peut-être appareiller l'enfant avec une prothèse auditive. On peut aussi lui donner des services d'orthophonie avec un ensemble de stratégies, là, soit le langage gestuel, le langage oral ou une approche combinée. Là, c'est les stratégies que tu viens de nous donner en ce moment-là. Oui, un peu des services, mais un peu des stratégies. Ce que peut-être que les gens, en termes de la plus grande stratégie là, à peut-être adopter, c'est de s'assurer de, surveiller comment l'enfant se développe au courant de la première année. Parce qu'on peut avoir un enfant qui a un dépistage qui est négatif, donc il n'y a pas de perte, mais au courant de l'année peut avoir des difficultés avec son audition. Alors, si vous voyez que votre bébé est de plus en plus communicatif, interagit beaucoup, mais utilise moins de sons ou parle moins. Alors ça, c'est un petit risque. On veut surtout diminuer l'exposition aux jouets sonores, les jouets qu'on trouve très beaux puis qui ont beaucoup de bruit. Des fois, le son peut être très élevé, peut porter l'enfant à risque d'avoir une perte auditive. Même nous, comme adultes, l'usage de notre musique avec les écouteurs, on doit faire attention. Alors ça, c'est un petit peu les stratégies. Et puis aussi, il faut, comme tu as parlé de musique, là, tu sais, j'ai toujours des anecdotes avec mes neveux. Leur mère laissait jamais la musique vraiment très fort, même dans l'espace. Fait que quand on sort avec lui, qu'il y a du bruit, il n'aime pas ça. Là. Il dit non, il y a trop de bruit. Je suis comme, OK, c'est bon, là. Ton audition est correcte alors. C'est ça. Et il y a un bon environnement pour protéger son audition. On va aller avec le B, qui est le bilan de la communication. Alors, notre bilan de la communication, c'est un outil de dépistage pour identifier les problèmes de parole ou de langage. Et pourquoi je présente le bilan de communication encore une fois, parce que j'en parle presque à chaque session, c'est qu'il y a environ un enfant sur 10 qui va présenter dans la période préscolaire, alors entre l'âge de 0 à 5 ans, un problème au niveau de la parole et du langage. C'est quand même important comme statistique et on sait que la communication est importante pour toutes sortes de raisons, pour interagir avec nos parents, notre famille, pour se faire des amis, mais aussi pour apprendre à lire et à écrire. Alors, on veut encourager les parents à utiliser notre bilan de la communication à tous les 6 mois. Et on peut commencer dès l'âge de 6 mois pour évaluer si l'enfant se développe bien. Avec notre bilan, on a les étapes de développement. Ce qu'un enfant fait, par exemple, à 1 an, utilise 3 à 5 mots, comprend des consignes dans l'environnement, se tourne à son nom, des jalons de la communication comme ceci. Mais ça va aussi explorer les signaux d'alarme. Alors, d'autres types de signaux qui sont reliés à la communication et qui peuvent peut-être affecter le développement général de l'enfant. Alors, des signes comme si l'enfant ne se retourne pas quand on nomme son nom. Ça peut être un indicateur d'un problème d'audition, mais ça peut être aussi un problème au niveau de la difficulté à développer sa communication. Si un enfant présente des jeux qui sont très stéréotypés et répétitifs, alors ça peut être un indicateur qu'il faut aller chercher d'autres aides. Et nous, dans le bilan de la communication, ça donne des indices aux parents, des stratégies et le nom d'agence avec lequel communiquer quand ces enfants présentent des difficultés. Et puis, avant même d'arriver au bilan de la communication, vu qu'on doit observer d'abord 6 mois avant de faire le premier bilan de la communication, comme tu l'as dit, là, je pense que vous avez des ressources sur votre site web qui permettent aux parents, pour ce 0 à 6 mois-là, de voir un peu comment il évolue et tout ça.
Exactement. On a une foire de questions pour les familles de bébés. Alors, il y a plein de questions, des choses comme est-ce que mon enfant devrait, par exemple, mon tout petit bébé là, devrait comprendre tout ce que je dis? Est-ce que je dois quand même lui parler s'il ne comprend pas ce qu'il dit? Alors, plein de questions que les parents se posent et qui sont disponibles là, dans nos ressources, sur notre site web, dans la foire aux questions. Le bilan de la communication, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il n'est pas juste en français. Il est en français puis en anglais. Et c'est ça. Et ça donne l'information là, dans les deux langues, la langue dans laquelle le parent se sent le mieux pour utiliser. C'est ça. Roxane, on va prendre une pause et puis juste après, on va parler du C parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le C qui est la communication. C'est ça, exactement. Parfait. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ouvert 24 heures, tout ce dont tu as besoin se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. Yeah! C'est vrai? Creepy, 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 dépanneur. Killing. Creepy, 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 dépanneur. Puis-je vous aider? De De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du C, de l'ABC de la communication. Et le C, c'est la communication. Et comme tu l'as dit, on commencera toujours à parler des statistiques, d'un service et d'une stratégie. Bien, la communication orale, on sait que les enfants ont besoin de développer de très bonnes habiletés au niveau du langage pour pouvoir réussir mieux dans la vie. Mais pourquoi? C'est que souvent, les problèmes de communication à l'oral peuvent mener à des problèmes au niveau de la communication écrite. Et ce qu'on sait comme statistique, c'est que les enfants ayant un trouble de langage sont 4 à 5 fois plus à risque de développer des difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture. Ça, c'est pour la partie langage. Pour les enfants qui ont des problèmes d'articulation ou au niveau de la parole, on sait que jusqu'à 30% de ces enfants-là vont présenter des difficultés au niveau de la parole, du langage écrit, donc de la lecture et de l'écriture. Alors, c'est quand même assez significatif comme difficulté. Et les orthophonistes, en préscolaire ou en scolaire, sont formés pour pouvoir aider les familles à développer des bonnes habiletés de communication orale, mais aussi de développer des communications qu'on appelle de conscience phonologique. Alors, c'est le lien entre le langage oral et écrit. C'est comme le petit pont qui va nous mener du langage oral, jouer avec les sons pour qu'on puisse associer les sons aux lettres. Et on veut encourager ces habiletés-là très tôt, de différentes façons. Alors ça, c'est un petit peu par rapport à la statistique. Et ce qu'on sait par rapport au langage oral ou écrit, c'est qu'une des façons que les parents peuvent le plus aider leur enfant, c'est de leur lire à un très jeune âge, de commencer à lire aux enfants, de les exposer souvent à différentes sortes de matériel de lecture. Ça peut être des livres, évidemment, mais ça peut être aussi, on prend une promenade, puis on regarde les enseignes, les pancartes,
ce qui est écrit, les mots qui sont écrits sur les pancartes et les enseignes qui sont autour de nous. Et ça peut être les logos aussi, hein, le fameux M doré que l'on voit au-dessus d'une chaîne de restauration. Le logo de McDonald's, là, ça c'est tout. Ils connaissent tous, par exemple. Exactement. Mais ça, c'est une façon de commencer à apprendre à lire et à écrire, de reconnaître qu'il y a des symboles, des lettres ou des logos qui forment des mots et qui veulent dire certaines choses. Et ce qu'on sait, c'est que la recherche démontre que la meilleure façon pour les parents de promouvoir la littératie, c'est de lire et de lire ensemble avec notre enfant. Ça marche vraiment. Et tu penses qu'on devrait commencer à lire avec le jeune à partir de combien de mois, par exemple? Moi, je suggère aux parents de commencer dès la naissance. Alors, avec le bébé naissant, on peut juste l'exposer. On le met dans sa bassinette ou sur son tapis, puis on met les livres debout à côté de lui pour qu'il puisse tout simplement regarder les images. À cet âge-là, il ne voit pas très bien là, les petits objets. Alors, ce que je propose aux parents, c'est des livres noirs et blancs au tout début, avec des grands contrastes et une image par page. Ces livres-là attirent beaucoup l'attention du bébé. Puis on peut tout simplement juste être à côté de notre enfant puis parler des images. Par la suite, là, ça serait juste des images, des livres très simples avec une image, mais de plus en plus colorée. Puis de l'associer à une routine. Alors, par exemple, quand c'est le temps de la routine du dodo, on s'assoit après le bain, après le pyjama, après la bouteille ou le sein, de lui donner un livre puis de tout simplement passer à travers. C'est sûr qu'au début, bon, le bébé est très inactif, très passif, mais on lui montre un petit peu comment utiliser le livre, on lui parle du livre. Puis c'est un moment privilégié où on crée une connexion, où on crée des interactions avec notre bébé. Alors, c'est tout simplement une façon pour nous de développer son langage, mais de connecter avec notre bébé. Écoute, je pense que j'ai tellement parlé de toi à ma sœur, là, fait que je pense qu'elle suit les émissions, je sais pas. Mais là, ils ont une routine, là, et quand je fais semblant d'oublier, tata, il faut lire le livre. Et puis, je pense que les parents ont un dilemme, là, quand ils ont un livre préféré, on ne va juste sur ça. Comment on fait pour les sortir de là? Il y a plein de livres, mais non, c'est le dinosaure qu'on veut tout le temps. Oui, bien, moi, ce que je dis aux parents, c'est laissez-leur leur livre. Premièrement, si votre enfant aime ce livre-là, ça veut dire que l'expérience avec la lecture, avec le livre, va être positive. Et on veut surtout développer l'amour de la lecture. Croyez-moi, même si ça n'a pas de l'air possible en ce moment, ils vont vouloir changer de livre éventuellement. Alors, le but, c'est de lire ensemble quelque chose qu'ils aiment, puis on peut lire le livre, on peut parler des images, on peut parler de comment le dinosaure se sent, puis essayer de faire des liens avec la vie réelle de l'enfant. Par exemple, on voit que le dinosaure est fâché, bien, on peut faire des liens. Alors, au lieu de tout simplement juste lire le même livre encore et encore, on peut essayer de faire des liens dans la vie de l'enfant. OK, bon, merci, là, parce que ça commençait à devenir vraiment tannant pour moi de lire la même affaire tout le temps. Oui. Puis souvent, je pense qu'une des questions que les parents se demandent souvent, c'est « Mon enfant, il n'est pas très intéressé, il ne reste pas longtemps avec le livre. » Surtout là, à l'âge bambin, quand ils commencent là, à ramper ou à marcher, leur attention là, est plus portée vers le mouvement. Alors moi, ce que je dis aux parents, c'est « Laissez les livres autour de lui. Laissez-en un ou deux disponibles, ouverts. Quand il s'intéresse, on en lit une ou deux pages et s'il repart pour pouvoir jouer là, avec les blocs ou les camions, on laisse notre bébé, notre bambin là, s'amuser. C'est vraiment l'exposition au fur et à mesure que l'enfant se développe, puis dans la routine. Associer le livre à une routine, à une activité plaisante de connexion. J'aime beaucoup qu'on t'ait sur l'émission, là. Pourquoi? Parce que tu as dit quelque chose d'important quand on est revenu de la pause, là, c'est que la communication orale, oui, c'est important, mais ça doit s'accompagner forcément de quelque chose. Sinon, il n'aura pas développé toute sa communication dans son intégralité. C'est ça, exactement. Donc, on veut vraiment là, s'assurer que dans la vie de tous les jours, dans nos routines, quand on change la couche, quand c'est le temps là, de préparer les repas, d'aller prendre une marche, de s'habiller pour aller dehors, on parle de ce qu'on fait, on ajoute là, du vocabulaire, des phrases,
on essaie que l'enfant aussi participe. Alors, c'est pas juste une conversation dans un sens, mais c'est vraiment là, un échange, un petit peu comme un jeu de balle. Je prends mon tour, tu prends ton tour. Alors, laisser le temps là, à l'enfant là, de penser à quelque chose à nous dire, pas nécessairement toujours poser des questions non plus. Souvent, on essaie de poser des questions pour tester, mais ça n'encourage pas la vraie communication. Alors, on veut là, faire des commentaires, avoir du langage qui fait réfléchir l'enfant. Qu'est-ce que, tu sais, je vais mettre ton soulier là, dans ta main. Ouais. Penses-tu que ça va fonctionner, ça? Alors, tu sais, juste créer des petites occasions pour qui vont créer des moments de communication. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Roxane, pour ta participation cette saison. C'est ta dernière participation de la saison. On espère te revoir en studio en septembre. Absolument, ça me ferait très plaisir de venir, surtout en personne. Oui, en personne. Oui, c'est ça, en personne. Oui. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit en septembre. Je te souhaite un bel été. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.premiermot.ca, c'est le site web de Premier Mot où est-ce que notre orthophoniste Roxane Bélanger travaille. Et puis, comme elle a mentionné, c'est important pour les parents, surtout ceux qui ont des enfants à partir de 6 mois, de pouvoir faire gratuitement le bilan de communication. Encore une fois, le site web, c'est le www.premiermot.ca. On se voit juste après la pause pour partager avec vous quelques informations. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La première journée nationale des peuples autochtones a eu lieu le 21 juin 1996. On célèbre notre héritage unique, nos langues, nos pratiques culturelles, nos croyances spirituelles et la grande histoire de nos liens avec les terres qu'on appelle aujourd'hui Kanata ou Canada. Les contributions et la gestion des terres au cœur des modes de vie des Premières Nations, des Métis et des Inuits sont profondes, puissantes et importantes. On a notre propre nom pour ce grand territoire, Île de la Tortue. On a toujours été ici pour honorer toute la nature avec nos chansons, nos histoires et nos relations étroites avec notre mère, la Terre. Ce jour est un jour de célébration. Et alors que je chante les chansons de nos peuples, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à réfléchir aux contributions énormes de tous les peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits. On est ici depuis des temps immémoriaux et on continuera à l'être pour des générations à venir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, notre information qu'on partage avec vous depuis un bon bout de temps. Et je remercie déjà ceux qui ont déjà pris le temps de répondre à ce sondage. Là, il s'agit du sondage de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui vous invite à y répondre pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent. Tout ce que vous avez à faire, c'est visiter le www.monassemblée.ca. Et puis hier, j'ai oublié de le mentionner quand j'en parlais, c'est que les personnes qui vont répondre au sondage là pourraient être les heureux gagnants de cartes cadeaux avec un beau montant là-dessus. Je ne vais pas dire plus de détails là sur les cartes cadeaux, mais vous êtes invités à répondre au sondage et à visiter le www.monassemblée.ca pour le faire. Ça va vous prendre une vingtaine de minutes. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain vendredi à partir de 11h. On va discuter de beaucoup de choses. On va parler du Patro qui a ouvert ses portes à toute la communauté après la tempête. On va aussi parler du gala du CEAO, du Centre d'excellence d'art de l'Ontario. On va parler, avec notre experte en marketing digital, Grace Boussanga, et on aura aussi Julie Blecomo, notre spécialiste de l'étiquette. Vous voyez que notre émission de demain sera chargée, alors on vous attend demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? À la prochaine émission de Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le château Montserrat, qui est le manoir néo-Tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.